Quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de comprendre que le succès et l'échec sont des illusions, mais c'est simplement des informations pour vous indiquer si vous allez dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais que votre niveau de paranoïa doit toujours rester élevé, parce que soit l'échec ne vous donne une information sur le fait que vous allez dans le mauvais sens, soit le succès vous donne une information que vous allez dans le bon sens. Mais peut-être que ce bon sens, il est capé et qu'il va falloir changer les choses fondamentalement. Peut-être que cet échec, il est temporaire et il va y avoir quelque chose au bout du tunnel. Et ce que vous ne pouvez pas enlever, c'est votre courage personnel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Anyone Can Scale. Aujourd'hui, on va parler d'un couple un peu mystérieux, un couple qui fait beaucoup parler de lui. C'est le couple succès-échec. Alors le succès et l'échec, c'est les deux destinations de l'entrepreneuriat que personne n'a jamais vues. Pourquoi ? Parce que je pense que l'échec et le succès sont des illusions. Je ne pense pas qu'il est possible de définir objectivement ce qu'est un échec, et je ne pense pas qu'il est possible de définir objectivement ce qu'est un succès. L'échec, c'est une abstraction qui tente de faire donner un nom à un phénomène qui s'appelle le découragement. Qu'est-ce que c'est l'échec pour un entrepreneur ? C'est le fait de ne plus avoir le courage d'avancer. Donc l'échec, ce n'est pas un phénomène objectivable. La plupart du temps, les startups ne font pas faillite parce que quelqu'un vient débrancher la prise et vous demande d'arrêter de travailler. En général, les startups font faillite parce que les fondateurs abandonnent. D'ailleurs, la différence entre une startup en faillite et une startup pas en faillite, elle repose uniquement sur la détermination, le courage et la motivation des fondateurs. Et il n'y a pas de petits échecs et de grands échecs. Il y a des gens qui abandonnent au bout d'une semaine parce qu'ils se disent que ce n'est pas pour eux. Il y a des gens qui abandonnent au bout de 15 ans parce qu'ils sont au bord du rouleau et qu'ils n'en peuvent plus. Donc évidemment, l'échec, ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier. Il n'y a pas des petits échecs, des gros échecs. C'est un peu comme la douleur. Par exemple, disons que je me coupe un doigt, d'accord, et que le doigt tombe, et quelqu'un vient me voir et me dit « Bon, ça va, tu n'as pas perdu la main ». Ça manque un peu d'empathie quand même. Et évidemment, dans l'instant, quand vous vous coupez le doigt, votre douleur et l'importance de cette douleur, elle est centrale. Vous êtes le centre du monde et vous ne pouvez vous concentrer que sur cette douleur. Maintenant, c'est la même chose si vous perdez votre bras, et puis c'est un peu la même chose quoi qu'il vous arrive. Il n'y a pas d'échelle dans la douleur. Il est très très dur de dire à quelqu'un qui souffre de quelque chose de le faire relativiser. D'ailleurs, quand les gens sont tristes, il y a des gens qui leur disent « ça va, t'es pas dans un... » Ma mère, quand j'étais petit, elle me disait toujours « t'es pas dans un pays en guerre ». Ok. Et alors, étant donné que je ne comptais pas y aller, donc je ne vois pas où est le problème. Et en fait, la centralisation de nos émotions et le fait qu'on soit tourné vers nous-mêmes, c'est un phénomène naturel et qui s'exprime dans notre rapport à l'échec. D'ailleurs, il s'exprime aussi dans notre rapport au succès. De la même façon, le succès, c'est quelque chose qui se définit que de façon réflexive. Pour savoir si vous avez du succès ou si vous n'en avez pas, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de le voir vis-à-vis de vous-même. Par exemple, je me souviendrai toute ma vie de ma première semaine à San Francisco. La première semaine que j'ai passée à San Francisco de ma vie, je me suis rendu compte que tout le monde était déprimé parce que tout le monde se sentait comme un gros loser. Et grosso modo, leur benchmark local, c'est que le moindre mec qui a fait une boîte a l'impression d'être un loser parce qu'il n'est pas Zuckerberg. Et qu'il est fort probable qu'il connaisse quelqu'un qui connaît Zuckerberg. Donc Zuckerberg n'est pas une figure abstraite à laquelle vous pouvez vous référer comme quelque chose d'inaccessible. Non, c'est le type, c'est votre voisin, et votre voisin, il est beaucoup plus successful que vous. D'ailleurs, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, mais le décile de revenus le plus inégalitaire, c'est le dernier. Parce qu'en fait, plus vous êtes riche et plus vous êtes pauvre. Imaginez que vous avez 10 millions sur un compte en banque. Okay, c'est beaucoup d'argent, 10 millions d'euros.
Surtout en gilet jaune standard. Ça, vous rigolez. 10 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais imaginez ce que c'est 100 millions, ou 1 milliard, ou 10 milliards, ou 100 milliards. Vous êtes dans une pièce avec Bill Gates, et vous avez 10 millions sur un compte. Vous êtes très, très pauvre. D'ailleurs, la distance statistique entre quelqu'un qui a 100 000 euros sur un compte, 1 million sur un compte, 10 millions sur un compte, et quelqu'un qui en a 100 milliards, du point de vue des 100 milliards, c'est à peu près la même chose. Si vous avez 100 milliards sur un compte, vous pouvez dépenser 10 millions comme vous dépensez 10 balles. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre échelle de moyens a changé. Alors, c'est quoi l'échelle du succès? Est-ce qu'on est successful quand on a 1 million sur un compte, 10 millions sur un compte, 100 millions sur un compte, 1 milliard? En fait, vous voyez bien que le problème, c'est tout simplement, est-ce que vous arrivez à définir votre critère personnel de succès et est-ce que vous arrivez à vous contenter? Et je pense que la bonne façon de faire ça, c'est de comprendre en fait que l'échec est une forme de découragement et le succès est une forme de contentement. Et le découragement et le contentement sont en fait les deux frères de la même pièce. Les deux sont des ennemis qui ne vous apportent rien. Le découragement vous empêche d'avancer parce qu'il vous empêche d'avoir de la perspective sur ce que vous pouvez faire. À l'inverse, le succès et le contentement est un ennemi parce qu'il vous empêche de voir le progrès que vous pouvez atteindre. Et c'est la différence entre ce qui est fixe et meurt et ce qui est en mouvement et vit. Quand vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin de vous sentir en mouvement. Et vous n'imaginez pas à quel point ce succès prématuré peut être extrêmement dommageable. Nous, on le voit à The Family, tous les ans, on en a bien 25% qui passent par la fenêtre. En général, c'est les gens sensibles à la presse. Il s'avère que la façon la plus objective de définir le succès en France et dans la plupart des pays occidentaux, c'est le fait d'être featuré dans la presse. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la presse, vous existez pour votre entourage. Pour une raison assez obscure que je ne m'explique pas, les gens pensent que les journalistes ont la moindre info pertinente pour définir le succès des gens. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un article de presse? Les gens vous félicitent, les gens vous acclament, les gens vous envoient des messages d'amour. D'ailleurs, un truc assez marrant, c'est quand vous faites des vrais trucs et que personne ne le sait, vous avez l'impression que tout le monde s'en fout. Et après, vous avez un truc anecdotique, genre une levée de fonds dans la presse, et vous recevez des centaines et des centaines de messages de gens qui trouvent ça formidable, qui trouvent ça génial, qui vous trouvent incroyable, qui vous trouvent beau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous y croyez, vous arrêtez de bouger. Qu'est-ce qui se passe quand on croit qu'on a du succès? Eh bien, on a l'impression que les succès passés présagent des succès futurs. Est-ce que vous connaissez la petite note qu'on met sur les prospectus financiers? Les performances d'un produit financier passé ne présagent en rien des performances futures. Eh bien, si c'est vrai pour les produits financiers, c'est vrai pour les gens. Et ça marche encore une fois dans les deux sens. Les échecs passés ne présagent en rien des succès futurs. Les échecs passés ne présagent en rien des succès futurs. Les succès passés ne présagent en rien des succès futurs. Vous pouvez avoir raison 100 fois et la fois où vous avez tort, c'est la fois de trop. Vous pouvez avoir tort 100 fois et la fois où vous avez raison, c'est la fois qui fait toute la différence. Et évidemment, la réalité, c'est que les succès et les échecs ont des magnitudes. Il n'y a pas de degrés, mais par contre, il y a des magnitudes. C'est quoi la différence? C'est qu'une magnitude, c'est l'intensité dans laquelle vous allez pouvoir processer ce succès et cet échec. Si vous gagnez 1 milliard, ce n'est pas la même magnitude que si vous gagnez 1 million. Et c'est pour ça qu'en fait, le sujet, le vrai secret dans la vie, ce n'est pas le nombre d'échecs, mais c'est la magnitude des succès. C'est est-ce que quand vous avez quelque chose qui vous rapporte quelque chose, est-ce que vraiment ça vous fait changer de dimension? Et c'est là où en fait, beaucoup trop d'entrepreneurs ne réfléchissent pas assez à la pertinence de leurs actions. Pourquoi une action est pertinente lorsque vous êtes entrepreneur? Parce qu'elle se concentre sur quelque chose qui va réellement faire la différence si ça marche. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous essayez de vous concentrer sur des choses qui ont une faible probabilité de succès,
mais que si ça marche, alors ça change complètement la donne. Pour vous raconter ça, je m'en suis rendu compte récemment dans une série pour adolescentes qui s'appelle La Rose Bleue. C'est sur Netflix, vous pouvez la regarder, c'est extraordinaire. C'est l'histoire d'ados, enfin non, ils ne sont pas ados parce qu'ils sont à l'université, bon, de jeunes étudiants à l'université, qui appartiennent à une société secrète où ils apprennent la magie noire, la société de la Rose Bleue. Et dans cette société, il s'avère qu'il leur arrive plein de choses. Et à un moment, il y a deux personnages qui parlent l'un avec l'autre. Et il y a un personnage qui dit à l'autre, figure-toi qu'apparemment, il y aurait un loup-garou sur le campus. Et l'autre, il dit, putain, incroyable, un loup-garou sur le campus. Et il dit, ouais, il y a un loup-garou sur le campus. Et d'ailleurs, je pense que ce week-end, parce que dans la semaine, ils ont des devoirs, donc ce week-end, je pense que ce week-end, on devrait faire une battue pour trouver le loup-garou. Et il y a l'autre qui dit, bah ouais, I'm down, faisons-le, quoi. Et le type le regarde, il fait, mais tu crois vraiment qu'il y a des loups-garous? Et le type, il dit, ben, j'en sais rien. Mais s'il y en a un, t'imagines ce que ça veut dire? Vous voyez, ça, c'est une structure entrepreneuriale. Il y a très peu de chances qu'il y ait un loup-garou. Bon, s'il y a un loup-garou, il y a quand même une grande chance qu'il se fasse buter. Mais s'ils ne se font pas buter et qu'en plus il y a un loup-garou, ils vont devenir légendaires. Si vous êtes le type qui a trouvé le premier loup-garou sur le campus et qui l'a arrêté, il y a de quoi avoir votre photo dans les journaux, là, pour le coup. Elle sera sans doute largement méritée, un peu plus que pour une levée de fonds. Et donc, évidemment, quand vous êtes entrepreneur, votre obsession, ça doit être de trouver ce genre de moment. Et votre obsession, c'est de réussir à ne pas subir ces moments comme une finalité. Finalement, le vrai secret de l'entrepreneuriat, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de destination, il n'y a qu'un voyage, et que ce voyage, il est constitué d'informations. Cette information, elle peut être positive, c'est ce qu'on appelle les succès. Elle peut être négative, c'est ce qu'on appelle les échecs. Mais il faut comprendre que ni l'un ni l'autre n'a fondamentalement d'informations sur votre futur. Et alors, parlons du risque de prendre cette information. Grosso modo, les gens ont tendance à faire du surapprentissage. Le surapprentissage, c'est quoi? C'est le fait de croire que ce qui nous arrive est de bons conseils. Que ce soit ce qui nous arrive négativement ou ce qui nous arrive positivement. C'est un phénomène naturel. On a un cerveau qui fonctionne par expérience et qui a tendance à considérer que les expériences qui nous arrivent et qui nous définissent sont des expériences qui vont nous permettre de pouvoir prendre des meilleures décisions à l'avenir. C'est ce qu'on appelle l'expérience. On valorise l'expérience parce qu'on considère que quelqu'un qui a vécu des choses a une meilleure probabilité de prendre les bonnes décisions que quelqu'un qui n'a rien vécu. Alors, c'est vrai et faux à la fois. C'est vrai lorsque l'apprentissage se fait au bon endroit. C'est faux lorsqu'on est en situation de surapprentissage. Prenons un exemple extrêmement concret, qui est mon exemple préféré. 80% des entreprises de The Family qui échouent, en général, échouent à cause d'une mésentente entre cofondateurs. Première cause de désespoir dans une start-up, qui est une institution sociale en faillite permanente, c'est finalement de ne plus s'entendre avec celui qui partage ce quotidien. La start-up, c'est un peu un enfant qu'on a le droit de tuer, et il s'avère que papa et maman ne s'entendent plus. Donc ils se disent, bah, pourquoi pas le lâcher le gosse et faire autre chose. C'est pour ça que la désentente entre cofondateurs crée autant de faillites de start-up. Ce n'est pas parce que la désentente entre cofondateurs suscite la faillite. C'est tout simplement parce que la désentente enlève la motivation, et la motivation est le seul ciment d'une start-up à ce moment-là. D'ailleurs, petit secret, c'est quand même très drôle que les start-up qui fonctionnent ont en général une mésentente entre cofondateurs plus faible que celles qui ne fonctionnent pas. Vous n'imaginez pas le nombre de mariages arrangés dans l'écosystème. Vous n'imaginez pas le nombre d'équipes où ça fait des années que les types font chambre à part, ils ne se parlent pas, mais personne ne le sait, parce que ça cartonne. Et que les gens, ils ne sont pas cons. Ils ne vont quand même pas aller balancer par la fenêtre un truc qui marche bien. Donc quand une start-up fonctionne bien, en général, l'entente entre cofondateurs, elle est plutôt bonne. Alors, étant donné que la mésentente entre cofondateurs est la raison numéro 1 de l'échec des start-up, les gens ont tendance à faire
de surapprentissage. Après une expérience ratée avec un cofondateur, ils viennent à The Family, ils nous disent, voilà, j'ai raté telle boîte à cause de mon cofondateur, cette fois, je fais une boîte tout seul. Ça s'appelle un surapprentissage. Parce que c'est quoi la bonne leçon? J'ai raté une boîte avec mon cofondateur, cette fois, je vais faire un peu plus attention avec qui je m'associe et je vais essayer de voir si on est vraiment aligné. Ça, c'est un très très bon apprentissage parce que vous avez pointé où était le problème, vous avez décortiqué le process qui a mené à l'échec et vous avez décidé qu'effectivement, il fallait cette fois mettre en place des moyens pour éviter de se retrouver dans la même situation. Mais si vous dites, on est cofondateur, ça ne marche pas, cette fois on est tout seul, et bien dans ce cas-là, vous allez devoir expliquer pourquoi la plupart des solo fondateurs marchent moins bien que ceux qui ont des cofondateurs. Donc vous voyez, le surapprentissage vous amène dans des nouvelles perspectives d'échec. Et des surapprentissages, il y en a plein. Par exemple, récemment, on a un type qui a levé énormément de fonds pour sa boîte, il s'est planté, il fait une nouvelle boîte, il ne veut pas lever de fonds. Alors dans sa première boîte, il a levé des fonds alors qu'il n'en avait pas besoin, et résultat, il a fait plein de conneries. Et là maintenant, il a une boîte où il a besoin de fonds, et il ne veut pas en lever. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Sa boîte, elle n'a pas marché. Et où est le surapprentissage? C'est que le surapprentissage, c'est que la bonne leçon de la première boîte, c'est qu'il ne faut pas lever de capital quand on n'en a pas besoin. Le corollaire de ça, c'est qu'il ne faut lever du capital que quand on en a besoin, et que quand on a besoin de capital, on ne peut pas ne pas lever, tout simplement. Alors évidemment, vous pouvez vous poser la question de comment faire pour savoir si vous êtes en situation de surapprentissage ou pas. Alors, les mentors et les coachs, ça sert à ça. Dans un bon processus d'apprentissage, quand quelque chose d'émotionnel impactant vous est arrivé, ce n'est pas idiot d'aller chercher un avis extérieur. Ça peut être des amis, ça peut être un professionnel, ça peut être un advisor, ça peut être quelqu'un qui a déjà été là. Mais c'est pour ça que tous les gens qui font des choses assez intensément ont toujours besoin d'avis extérieurs sur ce qu'ils font pour pouvoir se guider. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être très très discipliné dans les relations de cause à effet. Il faut comprendre que les évidences rétrospectives sont un ennemi et que parce que les évidences rétrospectives sont des ennemis, il faut essayer de toujours se poser la question de est-ce qu'il existe un cas dans lequel ça a déjà marché. En général, c'est simple de détecter une erreur de surapprentissage en trouvant simplement un contre-exemple. Si vous dites « j'ai des cofondateurs, ça n'a pas marché, alors je serai seul », ça serait vrai si 100% des gens qui ont des cofondateurs ne marchent pas. Mais si quelqu'un a un cofondateur et ça marche, alors la raison que ça ne marche pas ne peut pas être le fait que tu es un cofondateur. Essayez de toujours vous poser la question de existe-t-il un contre-exemple qui est courant, qui n'est pas exceptionnel, qui n'est pas dû à la chance et qui prouve que je suis en train de dire une connerie. Quand je dis j'ai levé des fonds dans ma première boîte, ça n'a pas marché, donc maintenant je ne veux pas lever de fonds, dans ce cas-là, pourquoi toutes les startups qui ont levé des fonds fonctionnent? Enfin, pourquoi y a-t-il des startups qui ont levé des fonds et qui fonctionnent? Tout simplement parce qu'il y a suffisamment de contre-exemples pour pouvoir se rendre compte que ce n'est pas important. Il y a suffisamment de contre-exemples pour se rendre compte que le problème est ailleurs. Le vrai sujet, c'est comment correctement dépenser l'argent, comment correctement investir l'argent et comment lever de l'argent qui soit utile au développement de votre entreprise. Évidemment, l'exercice de votre jugement et votre capacité à apprendre de vos expériences, c'est ce qui fait que vous méritez votre equity. À un moment donné, si vous avez des parts dans votre boîte, c'est parce que vous êtes censé faire les choses mieux que les autres. Et faire les choses mieux que les autres, ça passe par être capable d'apprendre correctement vis-à-vis des leçons que la vie nous donne. Alors, évidemment, le problème sur l'échec et le succès, c'est aussi qu'on n'est pas seul et qu'on est dans une dynamique de rapport aux autres. Pourquoi l'échec et le succès obsèdent tellement les gens? C'est parce que les gens ont besoin de pouvoir classer les gens et leur interaction entre comportement qui vaut quelque chose et comportement qui ne vaut rien. Évidemment que tout le monde a besoin de se projeter sur les autres et de se dire est-ce que lui il est successful ou est-ce que lui il n'est pas successful? En clair, est-ce qu'il est légitime
ou est-ce qu'il n'est pas légitime? Et les gens ont besoin de se dire que tel échec ou tel accident de vie a un impact grave parce qu'ils ont envie d'avoir de l'empathie pour vous, ça c'est la version positive, ou ils ont envie de se moquer de vous. Ça c'est la version un peu plus courante. Mais grosso modo, les échecs des autres nous fascinent, non pas parce qu'on en apprend grand-chose, mais tout simplement parce que ça permet d'avoir une sorte de relativisation par rapport à ses propres échecs. C'est pour ça que quelqu'un qui tombe, ça nous fait rire, alors que quelqu'un qui se rattrape, beaucoup moins. C'est parce que nous, on sait qu'on ne se rattrapera pas. Au moins, on a de l'empathie avec le mec qui tombe. Et évidemment, ce phénomène, il est encore une fois naturel. Quand vous êtes entrepreneur, vous n'arrêtez pas d'être humain. Vous n'allez pas devenir un surhumain qui oublie toutes ses émotions et qui atteint une sorte de transe où plus rien ne le touche. Non. Ce que j'essaie de vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est que ce qui compte, ce n'est pas d'ignorer ses sentiments. Ce qui compte, c'est de les mettre à leur bonne place. À savoir que quand vous êtes entrepreneur, votre mission numéro 1, c'est d'être le moins sensible possible à la vie extérieure et au regard des autres. Et ça marche dans les deux sens. Encore une fois, ce qui est fascinant, c'est que ce couple échec-succès, il fonctionne autant dans le négatif que dans le positif. Si vous n'êtes pas sensible à l'opinion négative des gens, vous ne devez pas être sensible à la flatterie. La flatterie est aussi dangereuse que la critique. Si vous croyez les compliments qu'on vous fait et que vous ne croyez pas les critiques qu'on vous fait, vous allez être perdu. D'ailleurs, laissez-moi vous donner un conseil de quelqu'un qui reçoit beaucoup de conseils non sollicités. Tout le monde a un avis sur ma vie, c'est assez marrant. Quand vous êtes un personnage en ligne, c'est un peu comme quand vous êtes l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous savez, quand vous avez des enfants, tout le monde a un avis sur comment les élever. D'ailleurs, surtout les gens qu'on n'ont pas. Il y a une corrélation entre l'envie d'éduquer les enfants des autres et le fait de ne pas avoir... On a du temps libre, quoi. On se dit, bon, j'ai quelque chose à dire sur le gosse des autres. Il y a un truc qu'il faut admettre, c'est que 100% des critiques et 100% des flatteries ont toujours un fond de vrai. Toujours. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas écouter les critiques, c'est des losers. Non, mais, oui, c'est des losers, mais en général, quand quelqu'un vous critique, il arrive à trouver un fond de vrai. Alors, ce fond de vrai peut être déformé, ce fond de vrai peut être réducteur, ce fond de vrai peut être incroyablement à côté de la plaque, mais vous êtes obligé de faire face à cette information. Et vous pouvez très très bien vous pouvez très très bien décider de vivre avec cette information et de ne pas la traiter. Par exemple, je sais pas, prenons un exemple très personnel. Énormément de gens trouvent qu'on est arrogant as The Family. Voilà, on est arrogant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent « Mais non, pas du tout, vous n'êtes pas arrogant. Moi, je vous connais, vous êtes très sympa. » Oui, mais justement, pourquoi des gens pensent qu'on est arrogant? C'est quoi le fond de vrai dans ce feedback? Le fond de vrai de ce feedback, c'est qu'on s'en balèque des gens avec qui on n'a pas de relation. Et on n'a pas de temps pour eux. Il y a énormément de gens qui rêvent d'avoir notre temps et qui sollicitent ce temps comme des vampires. Et plus ils sollicitent ce temps, et moins ça nous intéresse. Et donc, quelle est la meilleure façon de se débarrasser de ces gens-là? C'est d'être un peu arrogant avec eux, ou de leur faire un peu peur, ou d'être distant, ou d'être froid, de ne pas répondre. Évidemment que si je devais répondre à tout le monde avec le même niveau d'amour que je fais quand Péfit m'écrit, il ne faudrait pas 24 heures dans une journée. Et évidemment que les gens n'ont pas envie de faire face au fait que le problème, c'est eux. Ok, ça ne nous intéresse pas, peut-être qu'on se trompe, hein, je veux dire, c'est pas grave. Mais vous pourriez vous dire, ok, je ne les intéresse pas. Non, vous vous dites, ils sont arrogants. Parce que se dire qu'ils sont arrogants, ça permet de mettre un mot sur un phénomène qui concerne une interaction. Et évidemment, c'est vrai pour à peu près tout. Je sais pas, par exemple, les gens disent que Obama, il est bullshit. Je comprends bien que les gens disent ça. C'est vrai. Et évidemment qu'Obama, c'est un storyteller d'exception. Et donc, bien sûr qu'il prend des raccourcis. Et quand vous êtes un fan d'Obama, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que ces raccourcis sont un outil à l'expression de ces histoires.
À l'inverse, quand vous êtes quelqu'un qui n'aime pas ces histoires, au lieu de faire face au fait que vous n'aimez pas ces histoires, ou que vous n'êtes pas d'accord fondamentalement avec quelque chose, vous vous dites « il est bullshit ». Et c'est vrai pour tout. Par exemple, il y a des gens qui disent « Trump est vulgaire » ou « Trump est un gamin égoïste et arrogant ». C'est vrai. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous rend malades? C'est qu'il ait le droit de l'être. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi les gens qui détestent Trump le détestent tant que ça? Je veux dire, encore aux États-Unis, vous vivez avec Trump. Bon, ok. Mais vous êtes à 5000 km, 10 000 km de Trump. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Vous ne vous levez pas le matin avec Trump qui est dans votre salon et décide de ce que vous faites. Je veux dire, tout le monde connaît des psychopathes narcissiques, arrogants, incroyablement trucs. Mais s'il rend les gens hystériques, c'est tout simplement parce que quelque part, ça reflète notre envie à tous, secrète, d'avoir le droit d'être comme ça et de ne pas pouvoir être comme ça. Et en fait, il est là le secret d'être un entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est une quête d'empathie avec un marché. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'être dans un mouvement et dans un dialogue avec un marché. Soit vous êtes dans le flow et vous êtes connecté à votre marché, vous êtes connecté à vos clients et vous savez mieux qu'eux ce qu'ils pensent et vous êtes capable d'avoir de l'information continue sur leur vie et sur leur sujet. Soit vous n'êtes pas dans le flow, et si vous n'êtes pas dans le flow, vous avez l'impression que tout le monde est idiot, que les gens n'ont rien compris. Alors, le cas le plus classique de ça, c'est des entrepreneurs dont le produit ne fonctionne pas, mais c'est de la faute des clients. Celui-là, il est génial. Alors, by the way, il est très très français. La France, c'est ce pays et cette nation extraordinaire qui a tout inventé avant tout le monde, mais qui n'a jamais réussi à le vendre à personne. Parce que tout le monde, en dehors de ce pays et de Polytechnique, sont des cons. Je veux dire, grosso modo, on vit dans un pays qui explique à son élite qu'elle est hors du commun et intelligente, et que tous les autres sont des cons. C'est peut-être vrai, mais il n'empêche, c'est pas très opérationnel si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur et que vous ne respectez pas vos clients, il y a quand même très peu de chances d'aller leur vendre un truc. Il faudrait voir le type qui vient « Hey, gros con, t'achètes ?» Je ne crois pas que ça marche. Et ça ne marche pas pour la simple raison que c'est un dialogue. C'est une empathie, c'est un flow. Et ce flow, cette déconnexion, elle est extrêmement frustrante pour les entrepreneurs. Ces fameux entrepreneurs qui ont l'impression d'être en avance sur leur temps, qui ont l'impression de ne pas fit, de ne pas être membre de la société, d'être différent, d'être, etc. Les vrais gens différents, ils ne le sentent pas qu'ils sont différents. En général, c'est les gens très très conformistes qui vous disent « je suis très original ». En général, si vous vous considérez comme quelqu'un de fabuleusement original, il y a de grandes chances pour que vous soyez fabuleusement conformiste. Parce qu'encore une fois, vous êtes dans la projection et vous n'êtes pas dans la réalité. La réalité, elle n'a pas besoin de s'exprimer. Récemment, j'ai vécu une histoire personnelle marrante à la maison. J'ai ma nouvelle compagne qui a un compte Instagram avec pas mal de followers. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, on était un week-end ensemble et il y a une bande de psychopathes qui ont commencé à l'insulter. Bon, la vie des gens qui ont une explosion en ligne. Et en fait, au début, elle se demandait ce qui se passait, puis après elle se disait que ça ne la touchait pas, et puis 4 heures après, elle était dans un état de nervosité et elle faisait la gueule, quoi. Et on passait le week-end ensemble, c'était pas très marrant, donc je me suis dit que j'allais la taquiner. Parce que moi je suis comme ça, quoi. Quand les gens ont des problèmes, je les pousse par la falaise. Alors j'ai voulu lui faire comprendre que la raison pour laquelle elle se sentait aussi mal d'être critiquée par des inconnus, c'est parce qu'au fond, elle pensait que ce que ce type disait était un peu vrai. Et que effectivement, quand vous êtes une fille jeune, jolie, à moitié nue sur Instagram, il est fort probable que quelque part dans votre tête, vous vous disiez qu'en fait, vous n'existez que pour ça et que les gens ne voient pas votre valeur au-delà de ça. Et que, un peu quelque part, vous vous dites que le jour où ça disparaîtra, il ne restera rien. Parce que vous n'aurez rien d'autre bâti dans votre vie. Et en fait, ce genre d'angoisse, c'est des angoisses que tous les entrepreneurs ont par rapport à leur projet. Quand un client n'est pas très content ou churn, etc., vous pouvez avoir une approche statistique. Vous dites oui, bah, c'est un client. Ouais, mais non.
Parce qu'en fait, vous vous dites, c'est peut-être le premier de tous les clients. Et pourquoi les gens se disent, c'est peut-être le premier de tous les clients? C'est de la même façon que quand vous avez peur en avion. Tous les gens qui ont peur en avion finissent toujours par être face à un mec qui leur donne un cours d'aéronautique. Je ne sais pas si vous connaissez le sketch de Gad Elmaleh là-dessus, qui est à mourir de rire. Où le type, il a peur en avion, et un type, il dit, tu vois, les ailes, l'avion, c'est conçu, statistiquement, le nombre d'accidents en avion, etc. Et d'ailleurs, récemment, j'ai vécu une histoire très marrante. J'étais dans un avion, j'étais à côté d'un type, et le mec, il claquait des dents. Et j'étais avec un jeune ami qui avait 17 ans, et il a commencé à vouloir lui donner un cours sur les stats d'avion. Et donc, il commence à lui dire, vous savez, il y a moins d'accidents en avion que quand on traverse la route, blablabla, les ailes, on souffle dessous, on souffle dessus, ça vole quand même, un avion peut planer, machin. Et le mec, il était comme ça, et il claquait des dents. Et à un moment, le type, il se tourne comme ça vers cet ado, qui est mon petit-neveu, et il se tourne comme ça vers lui, et il lui dit, tu sais ce que je fais dans la vie? Tu sais ce que je fais dans la vie? Et mon neveu, il dit non. Et je suis ingénieur chez Airbus. Histoire vraie. Ceci n'est pas du storytelling. Et là, mon neveu, il se tourne vers moi, il fait, on peut descendre. Donc, vous voyez, la peur, quand elle est paralysante, elle est irrationnelle. Donc, je reviens à mon histoire de psychopathe qui vous insulte sur Instagram. J'ai voulu lui démontrer que tout était vrai. Bon, c'est pas gentil de faire ça. J'ai dit, prenons l'élément physique dont tu es le plus fier. Je connaissais déjà la réponse, elle me dit mes yeux. Ok, je dis maintenant, imagine qu'un type vienne là, et rentre et dit, putain, c'est les yeux les plus moches du monde. Et là, elle éclate de rire. Pourquoi cette critique ne prend pas sur elle? Parce qu'elle sait que c'est faux. Elle sait qu'il n'y a même pas une partie de vrai dans cette critique. Que si un type dit ça, c'est que c'est un psychopathe. Tout le monde lui dit qu'elle a des beaux yeux depuis qu'elle est née. Je veux dire, évidemment qu'elle en est convaincue. Et en fait, c'est la même chose quand vous êtes entrepreneur. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de comprendre que le succès et l'échec sont des illusions, mais c'est simplement des informations pour vous indiquer si vous allez dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais que votre niveau de paranoïa doit toujours rester élevé, parce que soit l'échec ne vous donne une information sur le fait que vous allez dans le mauvais sens, soit le succès vous donne une information que vous allez dans le bon sens. Mais peut-être que ce bon sens, il est capé et qu'il va falloir changer les choses fondamentalement. Peut-être que cet échec, il est temporaire et il va y avoir quelque chose au bout du tunnel. Et ce que vous ne pouvez pas enlever, c'est votre courage personnel. En tant qu'entrepreneur, vous devez développer un sentiment d'isolation, une capacité self-réflective et une façon de vous définir par rapport à vous-même de la façon la plus objective possible. C'est pour ça que pour être heureux en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas monter trop haut quand il y a des bonnes nouvelles, il ne faut pas descendre trop bas quand il y en a des mauvaises, il faut apprendre à réduire la magnitude de ces phénomènes. Et pour faire ça, il faut objectiver au maximum vos actions. Alors c'est pour ça que les gens qui aiment l'argent ont en général un avantage comparatif sur les autres. L'argent, c'est la façon la plus simple d'objectiver les choses. Si vous avez de l'argent, c'est que vous avez raison. Si vous n'avez pas d'argent, c'est que vous avez tort. C'est vraiment, l'argent a un pouvoir de critère de vérité absolu. Alors la vie est complexe, les gens ont plein de choses dérivées autour de l'argent. Il y a des gens qui ont des rapports compliqués à l'argent. Bon, la plupart d'entre vous ont été éduqués en France, donc je suis désolé pour vous. C'est pas de bol. Franchement, vous étiez à ça d'y échapper et boum. Mais effectivement, il y a un moment donné, la façon la plus simple d'objectiver une entreprise, c'est est-ce que ce que vous êtes en train de faire fonctionne ou pas. Le problème, c'est que l'argent, c'est vide de sens. C'est très très dur d'être motivé par quelque chose de vide de sens. C'est facile de savoir si ça marche ou pas, mais c'est dur d'en être content. Parce que quelle différence il y a entre gagner 100 millions, 200 millions, 500 millions? Si vous n'êtes pas obsédé par avoir l'impression que c'est un jeu vidéo et que vous êtes en train de marquer un score, si vous n'êtes pas dans ce trip-là, il va falloir donner du sens à votre vie. Et le sens, ça provient de quoi? Ça provient de cette capacité à définir ce dont vous avez envie pour vous-même, qui vous rendent heureux, sans avoir besoin de l'opinion ou de la validation des autres. Parce que la devise que vous devez absolument éviter dans l'entrepreneuriat, c'est la validation extérieure.
Si vous avez besoin que les gens vous disent que vous êtes fort, beau, intelligent et successful, oubliez l'entrepreneuriat. C'est le pire milieu dans lequel être. Allez travailler, je sais pas dans quel milieu, il y a ce genre, je ne suis même pas sûr qu'il y en a en fait. Mais en général, tous les milieux dans lesquels les gens sont un peu compétitifs, il n'y a pas de place pour ce genre de choses. Et évidemment que lorsque vous êtes un entrepreneur, votre objectif est de pouvoir être heureux du chemin que vous menez. Et d'ailleurs, échec, succès, vous allez vite comprendre que c'est des illusions si tous les jours vous êtes heureux de faire ce que vous faites. Si The Family finissait en flammes et que, je sais pas, on faisait faillite et qu'il n'y avait plus rien, etc. Non, dit-il. Je serais très 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 heureux des années que j'ai vécues ici. Et il n'y a rien que je regretterais. Et en fait, vivre sans regret, c'est beaucoup plus important qu'avoir du succès ou de l'échec. Ce qui est important, c'est de vous dire qu'à un instant donné, ce que vous avez fait, vous l'avez fait parce que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là, et c'était sans doute la chose qui vous rendait la plus heureuse. Si vous arrivez à faire ce genre de choses, vous allez voir que vous allez avancer beaucoup plus vite, parce que vous allez vous poser moins de questions. Échec, succès, c'est des illusions. Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle vous décidez, c'est la vitesse à laquelle vous exécutez. Alors, le scale a un rapport très marrant à l'échec et au succès. Le scale vous force à décaler le jugement. Je m'explique. La différence entre une boîte de service et une boîte scalable, à partir du moment où vous rentrez dans une approche de scalabilité, vous êtes obligé de faire des efforts pour pouvoir obtenir des résultats, et vous êtes obligé de faire ces efforts dans un temps cumulé avant même d'avoir le moindre résultat. Par exemple, vous devez développer un produit avant de savoir si le produit va être utilisé ou pas. Vous avez besoin de faire des choses de fond avant d'en avoir le résultat immédiat. Si vous êtes consultant et que vous avez un client qui rentre, vous pouvez offrir votre service et avoir immédiatement un feedback si ce service il est bon ou pas. Si vous vendez un produit en e-commerce ou si vous êtes un commerçant, vous pouvez vendre ce produit et avoir immédiatement un feedback si c'est le bon produit ou pas. Mais lorsque vous rentrez dans une approche de scalabilité, vous rentrez dans une approche de patience. Et vous avez besoin de rentrer dans une approche où vous décalez le jugement pour savoir si ça valait le coup le temps que vous avez passé ou pas. Donc grosso modo, la démarche c'est quoi? C'est vous allez préparer des choses pour faciliter la scalabilité. Des fois, vous allez prendre la bonne décision, des fois, vous allez prendre la mauvaise. Et il va falloir être porté que par l'objectivité du résultat. Et surtout, il ne faut pas subir les échecs comme des surapprentissages. Dans la scalabilité, le surapprentissage est encore plus dangereux que dans toute autre forme d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que si vous prenez les mauvaises décisions à cause d'échecs temporaires, vous pouvez avoir l'impression que ces mauvaises décisions étaient la raison de cet échec, alors que la raison de l'échec était ailleurs. Prenons un exemple extrêmement simple. On a une boîte qui a complètement refait son site internet et son produit pour faire une UX beaucoup plus sympa. Donc ils avaient une UX faite par les pieds, ils avaient des utilisateurs, ça croît, puis ils travaillent 9 mois à tout refondre. En général, une des techniques pour éviter d'ailleurs ce phénomène du surapprentissage, c'est de ne pas travailler trop longtemps sur quelque chose. Plus vous faites quelque chose longtemps, plus votre probabilité de surapprendre en cas d'échec est élevée. C'est tout simple à comprendre. C'est que plus vous avez investi, plus c'est dur de reconnaître l'erreur de l'investissement. Par exemple, 100% des gens qui ont lu Hegel aiment Hegel. C'est un philosophe obscur du 19e siècle allemand. 100% des gens qui ont lu le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein aiment Wittgenstein. Pourquoi? Parce que les gens qui n'aiment pas ces bouquins de merde sont des gens qui ne les ont jamais lus. En général, les gens s'arrêtent à la 10e page en disant « c'est quoi ces conneries ?» Mais si vous avez passé 800 pages à lire Hegel,
Et qu'au bout des 800 pages, vous découvrez que la seule truc qu'il y avait à dire, c'est que la vérité est circulaire et que tout point finit au même point. En clair, ça se résumait en une ligne. Vous êtes obligé d'aller arnaquer les autres. Vous êtes obligé d'aller voir tout le monde en leur disant « c'est le livre qui a changé ma vie ». Vous venez de passer 1 an de votre life là-dessus. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, les gens qui lisent Derrida, Hegel, ces trucs-là en philo, ils finissent toujours par faire leur thèse sur eux. Vous voulez voir sur quoi travaille un thésard en philosophie? Demandez-lui juste le seul bouquin de philo qu'il a lu en entier. Vous avez une probabilité énorme que ce soit sa thèse de philo. Et c'est logique, c'est tellement imbitable ces bouquins. C'est écrit par des mecs qui n'en ont rien à foutre d'être lus. Je veux dire, Derrida, il ne s'est pas posé la question de qui allait le lire. Bourdieu, il ne s'est pas dit, tiens, je vais essayer d'être clair pour que tout le monde me comprenne. C'est des gens qui sont tellement persuadés d'avoir la vérité et d'être supérieurs à tout le monde qu'ils en ont rien à battre. Et c'est pour ça que tous leurs disciples sont horribles. C'est pour ça que les disciples de Derrida, les disciples de Foucault, les disciples d'Hegel ne sont jamais 1/100 de leur philosophe d'origine. Parce que c'est des gens qui sont dans l'exégèse et dans le surinvestissement. Et ils sont dans quoi? Le surapprentissage. Donc reprenons mon histoire de site internet. Vous travaillez 9 mois à refondre une UX de zéro. Vous êtes fiers de vous, vous faites des tests, les gens ils trouvent ça bien, ils trouvent ça joli. Votre maman elle est fière, tout le monde il est content. Vous lancez le truc et là vos stats s'écroulent. Vous faites quoi? Alors, cas numéro 1 de surapprentissage le plus courant, vous paniquez. Vous paniquez et vous revenez à la version d'avant. Et là, qu'est-ce qui se passe en général? Vous perdez encore plus de gens. Parce que là, les gens disent c'est n'importe quoi. Ou vous avez un élément objectif qui vous fait croire que c'est bon, c'est juste un peu de temps, et vous tenez la barre. Et quand vous tenez la barre, qu'est-ce qui se passe en général? Ça remonte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de refonte de site internet complète, machin, sans avoir le courage de l'assumer. Mais en fait, la vérité, c'est que la décision, échec, succès de cette refonte, elle n'existe pas dans l'échec de la refonte ou le succès de la refonte. Elle n'existe que dans votre capacité à la posséder, à en être fier et à l'assumer. Pourquoi? Parce que toute interface pourrait être une autre interface. Croire qu'il existe une interface mieux que les autres interfaces, c'est des conneries du X. La vérité, c'est qu'il y a vous, et il y a votre version du monde, et il y a est-ce que vous avez le courage d'imposer cette version du monde aux gens ou pas? Personne n'achète parce qu'il y a une interface. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. Les gens achètent parce qu'il y a un product market fit et qu'ils ont besoin de ce que vous faites, et il s'avère que la façon dont vous leur donnez est plus ou moins frictionnelle. Alors oui, il y a des interfaces plus ou moins ergonomiques. Il y a des interfaces plus ou moins malines. Il y a des interfaces plus ou moins convenient. Je ne le nie pas. Il y a des UX designers qui sont plus doués que d'autres. Mais ça ne fait ni l'échec ni le succès d'une boîte. Croire que le design est la source du succès ou la source de l'échec d'une boîte, c'est ne pas voir où se passe le mécanisme continu de ce qu'est une boîte. La seule chose qui fait le succès d'une boîte, c'est le product market fit. Et le product market fit, c'est un effort de chaque instant. C'est le fait qu'un entrepreneur arrive à comprendre ses clients mieux que ses clients se comprennent eux-mêmes. Et ça ne passe pas par refaire un site internet, ça ne passe pas par une interface, ça passe par le fait d'avoir de la conviction et d'entraîner cette conviction sur un sujet concret qui est la transaction, la vente. C'est ça, en fait, le succès d'une boîte. C'est pour ça que Microsoft est successful. C'est parce que c'est les mecs les plus déter du monde. Même quand ils ont des mauvais produits, ils les vendent. Et ils les vendent mieux que tout le monde parce qu'ils y croient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une vidéo de Steve Ballmer qui monte sur scène et qui chante Microsoft. Et bah, c'est la preuve, 1, que le ridicule ne tue pas, que 2, il ne faut vraiment pas être porté par le regard des autres, que 3, le succès et l'échec, c'est très très flou comme concept quand on est à cette échelle-là, et que 4, tout se vend quand on y met suffisamment d'énergie. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui? L'échec,
c'est simplement un symptôme du découragement. Le succès, c'est simplement la conséquence d'un trop fort contentement. Les deux sont vos ennemis. Les deux sont des choses qui ne vous aideront pas à aller plus loin. La seule chose qui aide à aller plus loin, c'est une philosophie de l'excellence. Et l'excellence, ça vient de la pratique. Et la pratique, ça vient du fait de toujours recommencer et toujours être prêt à recommencer de zéro. Votre ouverture d'esprit doit être au max. Ne prenez jamais les leçons de la vie comme des leçons finales. Essayez toujours de comparer ce qui vous est arrivé avec ce qui arrive en général. Ne prenez jamais une anecdote comme quelque chose qui est une vérité générale. Résistez à la tentation de prévoir. Arrêtez d'espérer que vous pouvez tout expliquer. Et vivez le maximum d'expériences possibles sans trop réfléchir, parce que vous finirez par développer quelque chose de beaucoup plus important que le reste, de l'instinct. Merci beaucoup.